Alors, on m'avait dit que c'était pas mal. Finalement, j'ai vraiment adoré. Bonjour à tous, c'est Luan. Nous sommes aujourd'hui pour une critique qui risque d'être très longue, avec une partie spoiler, parce que je me sens obligé d'en parler, et surtout de cette fin. Elle risque d'être longue parce que j'ai beaucoup de notes. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et parce que c'est un film que je trouve hyper intéressant à parler, et justement à développer pourquoi j'ai aimé, et surtout hyper intéressant à analyser d'un point de vue ambition. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de La fille au bracelet, un film de procès réalisé par Stéphane de Moustier, qui me semble est le frère de Anaïs de Moustier, qui est également dans le film. Et La fille au bracelet raconte l'histoire de Lise, une adolescente de 16 ans qui va se voir arrêtée alors qu'elle jouait sur la plage avec sa famille par la police, étant donné qu'elle est suspecte numéro un du meurtre de sa meilleure amie. Je peux pas vous en dire plus, on va se retrouver et l'histoire va se raconter 2 ans après lors du procès pour juger si elle est coupable ou non et l'envoyer ou non en prison. Ce qui est hyper intéressant, c'est que pendant les 2 ans qui vont séparer son arrestation et le procès, on ne va rien avoir, aucune scène de ces 2 ans, pas de flashback, rien. Et c'est pour ça que je vous en dévoile pas plus sur le scénario, c'est que le procès va résumer tous les événements et le spectateur va être le principal intéressé, étant donné que ça va être au spectateur de se faire une propre idée pendant tout le long métrage de si elle est coupable ou non en même temps que la cour. Comme vous l'avez compris, le film est un huis clos et c'est un huis clos très prenant, très pesant. Pour vous dire, j'ai adoré ce film, j'ai adoré La fille au bracelet, et pourtant c'est tout ce que je déteste dans le cinéma français. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi j'aime bien, dans le cinéma français, autre comédie, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est pour ça que je suis vraiment étonné d'avoir apprécié La fille au bracelet, parce que déjà le premier plan s'ouvre sur la famille qui joue sur la plage, avec une sorte de travelling caméra à épaule, qui va voir après la fille accompagnée par les policiers pour son arrestation, etc. Tout ça en plan séquence, filmé à la Jean-Luc Godard, très nouvelle vague, ce que je n'aime pas, et ensuite ça va s'enchaîner sur des scènes de la vie quotidienne 2 ans après, avant de passer au procès quelques minutes après, mais où tout est calme, tout est sans musique, tout est très drame français, clope à la main, et drame social, tout en étant hyper bien joué. Hein. C'est pas joué comme Catherine Deneuve peut très bien le faire dans beaucoup de drames français, mais tout sonne très vrai, mais à côté, on a ce côté très sourd, très silencieux, qui ressort de tous les drames français, qui peut, moi, me faire et détester le film. On peut par exemple parler de Make to My Love, mais bref, c'est une façon de faire la caméra qui est sans musique, sans rien, qui prend vraiment sur les bruits environnants, quitte à rajouter des bruitages sur les couverts quand ils mangent à table, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait purement chier, et je pensais, avec cette introduction, que j'allais me faire chier. Mais quoi, 10-15 minutes après, on a la première scène de procès qui va après s'éterniser pendant tout le long métrage. Je dis s'éterniser, mais c'est pas péjoratif, c'est juste vraiment ça se développe pendant tout le long métrage. Et là, il y a quelque chose qui s'est réveillé, parce que moi, les scènes de procès, déjà dans des films où on en a quelques-unes, hein, vraiment toutes les scènes de jugement, de tribunal, etc., si c'est bien rythmé, moi ça m'intéresse vachement, et ça me stimule quelque chose de très intéressant, étant donné que on peut avoir cet esprit de déception et cet esprit de jouissance à la fois, étant donné que si on est au courant de ce qu'a fait le principal incriminé, voilà, tout peut arriver, et tout jugement peut être fait, et donc moi c'est quelque chose qui, moi, m'intrigue beaucoup. Et La fille au bracelet fonctionne, mais terriblement, et a terriblement fonctionné sur toutes ces stimulations qu'on a pu ressentir, toutes ces émotions qu'on peut ressentir pendant une scène de procès, et on va développer ça pendant cette critique. Comme je vous ai dit, j'ai des petites notes bien sympas, avec justement un recto spoiler, parce que je vais parler du film pour vous encourager à le voir et tout ça si vous l'avez pas vu, et si vous l'avez vu, voilà, vous aurez une critique assez floue sur plusieurs éléments, mais vous allez être au courant de ce que j'ai pensé et de l'analyse concrète du long métrage, et on va prendre une petite partie spoiler à la fin pour ceux qui ont vu le film, pour essayer de parler en commentaire. Donc si vous parlez du film en commentaire pour spoiler, n'hésitez pas à mettre spoiler avant pour éviter aux gens qui n'ont pas vu le film de se faire spoiler, et c'est très, très désagréable. Surtout que le film se repose essentiellement sur son scénario et ses acteurs.
Et ensuite, à la fin, on va essayer d'appliquer des théories et surtout on va essayer de donner une explication à cette fin de long métrage. Voilà, je me rends compte que j'ai parlé 8 minutes et je n'ai toujours pas commencé à parler de mes parties. Donc la critique va vraiment durer assez longtemps, je pense. Tout d'abord, La fille au bracelet est un huis clos. Et huis clos où les 3 quarts du temps, on va rester dans cette scène de procès. Donc c'est pas un huis clos intégral. Mais voilà, c'est un peu comme le dîner de con où des fois on va sortir de l'appartement, mais voilà, c'est des scènes de la vie quotidienne qui sont obligatoires dans le métrage, étant donné que le scénario veut qu'on s'attache au principal accusé, à Lise. Donc les 3 quarts du temps, on passe dans ce tribunal, et dans ce tribunal, ça va être une réalisation très classique, plan par plan, plan fixe, et ça va être une réalisation de toute façon comme ça pendant tout le long métrage, donc on va vraiment se fier au mouvement et non pas à la recherche esthétique, c'est-à-dire que par exemple quand le personnage va être droit sur une chaise et ne va pas bouger, la caméra va rester fixe et ne va pas faire de travelling pour passer à un autre personnage, etc. Non, on va rester concentré sur ce personnage, et si il faut cutter et passer sur un autre, ça va être un cut champ contre champ, tout ce qui est le plus basique. Après, la caméra, elle suit le mouvement de ces personnages, c'est-à-dire que si par exemple le personnage est assis et va se lever, la caméra va se relever également pour se relever en même temps que le personnage. Si la caméra est en voiture, elle va rouler en même temps que la voiture. Si le personnage marche, il va suivre le personnage. Voilà, c'est une caméra mobile, mais mobile comme les personnages, pour qu'on puisse ressentir un certain attachement et surtout une certaine continuité en matière de mouvement, en matière de rapprochement. Et c'est très intéressant, c'est très subtil, mais en même temps, ça permet au spectateur de vraiment suivre le procès comme si on y était. C'est comme si notre tête, elle se levait en même temps que la personne se levait. Donc c'est vraiment très intéressant, bien que très subtil, donc ça peut passer à côté de tout le monde. C'est une petite réalisation classique, mais sublimée par son huis clos. Par contre, là où j'ai trouvé hyper intéressant, il y a deux principes de réalisation et d'idées de mise en scène qui m'ont beaucoup plu. C'est le principe. Lise est la coupable, et donc elle est bloquée dans une sorte de vitre dans le tribunal. Sauf que c'est une vitre, donc on aura le reflet des différentes personnes qui se trouvent autour dans cette vitre, et notamment ceux qui sont hyper loin. Et notamment le personnage de Anaïs de Moustier, qui est le principal opposé à la coupable, c'est l'avocat général. Elle est là pour l'enfoncer totalement. Et il y aura toujours cet esprit de supériorité de Anaïs de Moustier sur Lise. Et ouais, quand Anaïs de Moustier, au tout début du film, va commencer à parler, elle va avoir l'ascendant total sur le personnage de Lise. Donc du coup, on va la voir, son reflet dans la vitre de Lise. Quand on va être sur un plan sur Lise, son reflet va toujours être plus haut que sa tête. On aura toujours cet esprit de dominance par rapport à Lise, tout en étant après, au fur et à mesure du film, de plus ou moins égal. Des fois, on va avoir le reflet un peu plus en dessous de sa tête, parce que Lise va reprendre un peu d'aisance, et vice versa. Et après, ça va vraiment jouer jusqu'au dernier plan du procès, pas du film, mais du procès, où Lise a totalement réussi à voir tout le monde, et où plus aucun reflet se situe autour d'elle. Comme si tous les reflets étaient redescendus bien bas, parce que Lise a repris l'ascendant sur toute l'assemblée du tribunal. Et ensuite, deuxième point intéressant en matière de mise en scène, c'est que on va pas avoir de flashback dans le procès. C'est vraiment tout va être dit avec des paroles. Et s'il y a des preuves vidéo, etc., pour justement justifier le flashback, parce que c'est vraiment des preuves, donc c'est pas des extraits, etc., de ce qui s'est passé avant. Ils vont être filmés sur une télévision, donc par exemple on va avoir des extraits vidéo de la soirée filmés par exemple sur Snapchat pour montrer à tous les trucs. On va avoir une sextape, on va avoir plein de trucs vont être filmés sur cet écran, et on va voir l'écran filmé avec l'intérieur l'image, donc on va limite avoir un recadrage par rapport à la caméra, le recadrage qui est l'écran de télévision. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, plutôt que mettre les extraits sur grand écran et nous donner le cadrage normal de la vidéo. Non, on filme carrément la télé pour montrer les vidéos, pour justement également pousser cet esprit le spectateur va donner justice, le spectateur va juger par lui-même si elle est coupable ou non, tout comme les gens dans la salle.
Donc j'ai trouvé cette technique de réalisation et cette idée de réalisation plutôt très bien jouée. Surtout que voilà, à chaque fois que l'écran va s'allumer, on a un petit rituel avec l'huissier de justice, etc. Voilà, tout est très bien retranscrit, tout l'esprit du procès à la française est bien respecté et c'est vraiment un très beau travail sur le scénario, mais ça, le scénario, on va en revenir un peu plus tard. Maintenant, on a les personnages et notamment les performances d'acteurs parce que le film est surprenant parce que tous les acteurs sont d'une justesse mais incroyable. On a Alice de Moustier a pour moi son meilleur rôle dans ce film. C'est toujours une actrice qui est hyper talentueuse dans tous les films où elle peut jouer, elle est toujours très juste, etc. Mais dans ce film, elle provoque des émotions que je n'ai jamais ressenties en la voyant, étant donné qu'elle joue d'habitude une fille très gentille. Là, elle est insupportable, elle est énervante à souhait, mais très complexe dans son écriture, et elle arrive parfaitement à mêler tout ça, ce qui est hyper impressionnant, et surtout à chaque fois qu'elle va parler, à chaque fois qu'elle va poser des questions, elle va nous gonfler, elle va nous donner voilà, elle va nous donner la rage, étant donné qu'on a l'impression qu'elle s'acharne, mais tout en étant cohérente. Euh, voilà, elle est énervante, mais à la fois elle est très réaliste par rapport au vrai métier d'avocate général. Elle est également cohérente dans ses propos, dans ses justifications, dans ses preuves, mais également elle porte un jugement très personnel sur l'accusé, etc. Elle va toujours essayer de placer des trucs personnels de ce qu'elle pense, des théories, des interprétations, ce qui va nous gonfler et gonfler également les autres personnages de la défense dans le procès. Et elle est très, comment dire, institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher à comprendre l'arrivée d'une nouvelle génération, mais rester dans sa génération et ne pas comprendre l'évolution des pensées et justement des générations, mais ça on va en revenir sur les scénarios. Autre acteur qui évolue, je trouve, chaque année, c'est Roch Dizem, qui là, dans ce film, a un rôle important, mais à la fois en écart par rapport à une Anaïs de Moustier ou une Mélissa Gers qui à eux deux volent l'écran. Mais Roch Dizem joue un père très juste et incroyablement réaliste. Il arrive à jouer ses répliques de manière si fluide, si juste que on se demande même si c'est pas des scènes comme ça tournées sans texte, sans rien, parce que Roch Dizem arrive à tellement ne plus être un acteur dans ses films que ouais, ça commence à devenir assez impressionnant. Et Roch Dizem a une performance qui certes est en retrait par rapport à une Mélissa Gers ou à Anaïs de Moustier, mais il brille totalement à l'écran et il arrive à, par exemple, il y a une réplique que je trouve hyper difficile à jouer, c'est tout ce qui colle à la relation père-fils, et notamment des répliques comme ah bah merci beaucoup fiston. Merci beaucoup fiston, je trouve que c'est pas une phrase actuelle, je trouve que c'est une phrase qu'on peut dire à son fils, mais il y a 10 ans, et puis maintenant, et c'est quelque chose qui est assez démodé, et donc pour la dire d'une manière tellement réaliste et crédible, bah je trouve très peu d'acteurs français arriver à le dire de cette manière, mais là Roch Dizem il le sort pendant le film et j'ai fait purée, là c'est assez impressionnant parce que pour une fois elle me paraît pas craignos et kitsch, parce que pour moi oui le mot fiston est craignos, donc voilà c'est pour moi après, hein, mais moi ça m'a rien que cette petite réplique m'a assez scotché, hein, je trouve très bien joué. Par contre, Roch Dizem, je sais pas si t'es conscient en voiture, mais toutes les scènes de voiture avec Roch Dizem qui conduit, etc., il n'y a pas le petit accoudoir derrière pour la tête. Donc, il suffit qu'il freinait, un petit coup du lapin, et c'est sympa. Donc je sais pas si c'est juste une technique pour que on voit plus à la caméra, ce qui me semble très tiré par les cheveux, mais ou si c'est juste Roch Dizem qui déteste rouler avec je sais plus comment ça, le truc pour la tête derrière la voiture. Mais ouais, si c'est une technique pour filmer plus la caméra et voir plus les personnages, oui peut-être, mais c'est pas très réaliste et c'est assez illégal, donc j'ai pas compris. Ça par contre j'ai pas compris, mais ça m'a beaucoup gêné pendant ce film. C'est ce genre de petits trucs moi qui peuvent me gonfler. Finalement le reste du film rattrape tout ça, mais j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Si c'est une astuce pour que la caméra filme tout, si c'est Roch Dizem qui aime pas, ou
c'est la voiture qui est comme ça, j'en sais rien. Et après, comme j'ai dit, il y a Mélissa Gers qui vraiment, pour un premier rôle, c'est vraiment très impressionnant et très juste également ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de scènes où elle arrive à transmettre des émotions sans vraiment beaucoup parler. Si vous trouvez faux raccord, bien joué. Non, on vient de me déranger, on vient de sonner à la porte. Voilà, c'est les aléas du tournage. C'est sympa et j'ai laissé mon bonnet au rez-de-chaussée, donc je ne peux plus trop. J'ai la flemme de descendre. Voilà, je vais être franc. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Oui, il y a Mélissa Gers qui va être très émouvante pendant toute la durée du long métrage, pour ensuite avoir une scène à la fin où elle fait un discours, notamment à la mère de la victime. Et ce discours-là, t'es à deux doigts de faire couler de larmes. J'avais vraiment les larmes qui montaient, tant je trouvais son jeu très très juste, et en même temps ce qu'elle disait d'une manière très crédible, etc. Donc ça passait vraiment très très bien. Et Mélissa Gers, c'est une excellente révélation, je sais pas à quel âge, mais j'espère qu'elle va avoir une grande carrière qui va s'ouvrir devant elle. Et pour en venir au dernier point avant la partie spoilers, on va parler un peu du scénario sans spoiler du tout, mais il y a quelques idées du scénario, donc là il y en a deux où je peux en parler sans vraiment spoiler. Il y a la confrontation, toute la partie confrontation de génération, donc que j'ai déjà évoqué en parlant de l'avocat général, mais il n'y a pas que dans le procès où on a cette confrontation de génération, étant donné que c'est surtout un point de vue de génération où on va confronter la génération des parents, la génération de la justice et justement des plus jeunes, donc ils ont fait des études de droit très institutionnalisées et éduqués de façon à être très réglo et à suivre une vie normale. Et on a la génération de la coupable, et de la victime également, qui est une génération qui est née dans un univers de liberté, et où chaque relation et où chaque fait et geste, en dehors de l'atteinte à la vie privée, etc., peut être approuvé. Donc par exemple l'homosexualité, le transgenre, enfin la liberté sexuelle, etc., que les autres générations passées n'ont pas trop connu, on va dire ça, comme ça. N'ont pas trop connu sans se faire juger. Maintenant, c'est devenu plus légal. Et j'ai pas envie d'élaborer plus sur ça, mais il y a, parce que si je parle plus du conflit génération dans le procès, je vais spoiler, et c'est pas cool, étant donné que j'ai envie que vous soyez surpris tout autant que moi sur des faits, etc., qui se sont passés avant le meurtre. Ce conflit de génération n'est pas que dans le procès, il est également dans la vie en dehors et dans la vie quotidienne et dans la routine, etc. Donc toutes les phases où elle n'est pas en procès et où elle est avec son bracelet... parce que ouais, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est la fille au bracelet parce qu'elle est avec un bracelet au genou, donc elle est assignée à domicile, mais elle peut quand même essayer de se déplacer, etc. C'est juste pour que la police la suive. Si jamais elle essaye de s'enfuir, etc. Enfin, voilà, juste un bracelet dans la jambe, ça s'appelle comme ça parce que c'est un intérêt, mais cet intérêt est en partie spoiler, donc je peux pas trop en dire comme ça si vous n'avez pas vu le film, étant donné que je vous le recommande forcément. Donc il est dans la vie quotidienne, et notamment conflit génération avec Roche Dizem, donc le père de Lise, qui au début du film va rejeter un garçon de chez lui, un garçon qui semble être le nouveau amoureux de Lise, donc sa fille, et il va le rejeter en disant bah il y a rien à faire là, etc. Il va le rejeter encore après, etc. Mal parler de lui parce que il n'accepte pas que sa fille de 18 ans ait un copain alors qu'elle est tous ses procès, etc. Et au fur et à mesure du film, il va commencer à accepter un peu cette relation, et limite quand elle va demander de passer un week-end, etc., il va dire oui sans aucun remords, sans aucun regret, parce qu'il se rend compte que sa fille n'a plus 14 ans mais 18 ans, et qu'elle doit vivre, et qu'elle doit essayer d'accepter, et surtout que c'est la fin de sa jeunesse, qu'elle doit essayer de devenir adulte, et il va essayer de ne plus empêcher de faire certains trucs. Voilà, ce conflit de génération est dans les deux catégories, il est beaucoup plus présent dans le procès. On risque d'en reparler, je pense, dans la partie spoiler, si je n'oublie pas, et si ça ne me passe pas par la tête, parce que je ne l'ai pas mis dans mes notes. Mais c'est très important pour le film. Et également, on a une autre question qui se pose, c'est justice ou jugement. C'est parce que la totalité des preuves rassemblées ne sont pas des preuves concrètes, ce sont des preuves qui poussent plus à l'interprétation et au jugement. Donc est-ce que elle est coupable parce qu'on l'a décidé, ou est-ce qu'elle est coupable parce que c'est vrai? C'est toute la question que pose le film, et c'est toute la question que nous, on se pose en tant que spectateur pendant tout le film. C'est quelque chose de bienvenu, et c'est très
intelligent de la part de Stéphane de Moustier d'avoir mis ça dans son scénario et dans sa réalisation également, c'est de faire réfléchir le spectateur sur est-ce qu'on doit la juger coupable parce qu'elle l'a fait alors qu'on n'a aucune preuve à côté, ou est-ce qu'on doit la laisser libre parce que les preuves qu'on apporte à côté ne sont pas fondées ou alors sont totalement claires, mais rien ne pousse à dire que c'est elle. On a des arguments pour, on a des arguments contre, mais ces deux côtés d'arguments sont totalement liables en un seul. Donc, ouais, c'est toute la question que pose le film. C'est tout ce qui est intéressant dans ce film. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous demande d'arrêter la vidéo là pour éviter d'être spoilé, et notamment sur la fin et sur tout ce qui pousse au scénario et aux détails. Pour ceux qui ont vu le film et qui souhaitent avoir peut-être des explications, des théories, n'hésitez pas à rester, elle va pas durer longtemps je pense, étant donné que je dois être déjà à 20 minutes de vidéo, ça fait quand même beaucoup pour une critique. Voilà, donc ceux qui n'ont pas vu le film, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu le film, partie spoiler. Alors dans cette partie spoiler, on va revenir sur quelques détails, quelques preuves, etc. pour ensuite tirer une conclusion sur le film, étant donné que le film ne pose pas d'idées très claires. Étant donné que le film ne dit pas intentionnellement dans ses dialogues si elle est coupable ou non en vrai. On a le verdict final de la cour, mais on a un dernier plan qui pose vraiment souci, non pas péjorativement, mais qui pose vraiment souci parce qu'il contredit totalement la décision de la cour. Voilà, donc plusieurs détails. On a l'heure du crime. Dans le film, on nous dit que l'heure du crime était entre midi et 13h et que c'est une source fiable, sauf qu'on apprend que Lise est partie de son ami qui dormait encore vers 11h40, 11h45, voire même 11h55, étant donné qu'elle donne une heure fixe, mais ensuite après elle se contredit, etc. Donc elle aurait pu partir 5 minutes avant l'heure du crime, donc midi. Sauf qu'elle a 15 minutes pour partir chercher son frère, donc elle est arrivée à l'école chercher son frère à midi 10. Donc ça fait que 15 minutes avant, c'était 11h55, ce qui rapporte vraiment au fait, et qu'elle aurait pu tuer son ami à 11h55, étant donné que même si la fourchette entre midi et 13h est plutôt fiable, 5 minutes avant ou 5 minutes après, c'est un peu compliqué à prouver. Donc elle aurait pu tuer son ami, sauf que plusieurs arguments font que bah oui et non, parce que à un moment elle dit qu'elle part 1 heure au parc, sauf que son frère s'en souvient plus, etc. Donc ce qui peut être après elle aurait pu dire à son frère ouais dis qu'on a été au parc alors que non, sauf que c'est aussi un enfant donc il peut oublier, etc. Enfin on a plein de trucs comme ça qui permettent de dire si elle est coupable ou non. Pour moi, lors du crime, si elle a tué à 11h55, c'était très compliqué à dire que c'était à 11h55, voire 5 minutes avant cette fourchette. Donc elle aurait pu très bien la tuer à 11h55, et il n'y a pas de souci pour ça avec moi. Également, pendant le film, on va retrouver l'arme du crime dans l'armoire chez Lise, et sa réaction quand elle apprend que ses parents l'ont entre les mains, etc. Elle a l'air plus énervée du fait de l'avoir trouvée parce qu'elle sait très bien que c'est pas l'arme du crime. C'est vraiment une réaction de quelqu'un qui ne sait que c'est pas l'arme du crime, et plus un manque de confiance de ses parents, etc. Alors que moi, théoriquement, on retrouve l'arme du crime et je suis coupable, enfin je suis jugé coupable alors que j'ai rien fait. On retrouve l'arme du crime chez moi, je suis plus stupéfait et en mode inquiet et en mode qu'est-ce que ça fout là, que bah, c'est pas l'arme du crime, que je m'en fous, enlève-moi ça et donne-le à la juriste. Donc je trouve cette réaction très déplacée. Donc pour moi, pareil, c'est tout ce qui pousse à dire qu'elle est coupable, sauf qu'après il y a d'autres arguments. Donc pendant le film, pendant qu'il y a le jugement final, qu'elle est pas coupable, moi j'étais à deux doigts de dire bah c'est bon, elle est pas coupable, c'est quelqu'un d'autre. Mais on va parler du dernier plan après. Elle répond très peu souvent à toutes les questions, surtout de l'avocate générale qui arrive souvent à lui en mettre plein la gueule, parce qu'elle est détestable. Donc du coup, des fois, elle va pas répondre à ces questions, étant donné qu'elle ne sait pas quoi répondre des fois. Mais c'est vrai que des fois, il pose des questions un peu tirées par les cheveux. Mais c'est plus pour voir ton attitude face à cette question que ta réponse. Ou des fois, il répond pas à des questions, donc c'est soit signe de elle peut pas tout expliquer, ou soit c'est signe de
de regret peut-être. Et en parlant du regret, son discours de fin qui a failli me faire, qui m'a fait monter les larmes, j'ai pas pleuré mais ça montait les larmes, c'est un mot d'excuse à la mère de la victime, et non pas pour le meurtre hein, évidemment, mais plus pour le fait que pendant 2 ans elle n'a pas parlé, elle n'a pas essayé d'envoyer des messages, elle n'a pas essayé de se rapprocher, etc. Et elle lui dit je vous demande pardon, mais ça peut être également interprété comme si elle demandait pardon pour le meurtre de sa fille. Parce qu'on se rend compte pendant le procès, elle va contrer la règle de ne plus s'approcher de la maison de son ancienne meilleure amie, du coup. Sauf qu'elle va le faire avec toutes les fleurs, etc. Limite par regret, par dépit. Parce que je pense qu'elle regrette plus ce meurtre que autre chose. Parce que pour moi, elle l'a fait. Et c'est tout ce que dit le dernier plan. Parce que comme j'ai dit il y a pas quelques minutes, elle a un bracelet à la jambe pour éviter de sortir de chez elle. Ce bracelet à la jambe, étant donné qu'elle est adjugée non coupable à la fin du procès, elle va l'enlever et pour X raisons, elle va mettre son collier qu'elle avait autour du cou à la jambe dès qu'elle a enlevé ce bracelet. Tout ça pour dire que même si elle a été votée non coupable par la cour, elle reste toujours coupable d'un meurtre. Et c'est comme ça que j'ai vu ce dernier plan de fin qui pour moi sublime le film, mais totalement. Même si le film est très très bien, c'est le plan de fin qui pour moi sublime le film, étant donné que ça pousse le spectateur à en parler après. J'ai été au cinéma avec mon ami Jesse, on en a parlé pendant tout le trajet de la voiture. Tant c'est un film qui pousse à la réflexion, et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans ce film, dans ce cinéma politique, et dans ce cinéma de scénario, et dans cette fille au bracelet. Je n'arrête pas, je suis fatigué, je n'ai pas l'habitude de tourner autant de temps comme ça tout seul. À de bons matins aussi. C'est éprouvant. Mais voilà, c'était ma critique de La fille au bracelet, qui est pour moi l'un des meilleurs films sortis dans ce mois de février. De toute façon, on aura l'occasion de reparler de ces films de février dans quelques jours, étant donné que je vais sortir ma vidéo des films de février, mes 5 films à retenir de ce mois. Ça va être compliqué à aller chercher, je pense aller beaucoup au cinéma cette semaine pour essayer de rattraper quelques trucs de février pour augmenter un peu ce classement de 5, parce que là je dois en avoir 3, ce qui est lamentable. Donc on verra bien. Cette vidéo sortira certainement la semaine prochaine, la vidéo des 5 films. Là, ça m'a fait plaisir de faire cette critique. J'avais envie d'en parler et non pas de juste résumer le film en un tweet ou une apparition de 5 minutes dans la vidéo des 5 films. Là, j'ai une grosse critique où je reviens en détail sur à peu près tout le film. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, aussi, j'ai pas fait le grand angle également. Je voulais prendre un format plus rapproché. Voir tenter des trucs, on tente des trucs, ça reste une critique après de toute façon, donc le cadre ne changera pas grand chose, je pense. Voilà. C'était Loan, j'espère que cette longue critique vous aura plu et ne vous aura pas endormi. Je pense que là je vais mettre un peu de musique de fond, etc. pour essayer de dynamiser un peu le truc. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et de nouvelles vidéos. Sur ce, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et faites vos trucs. Bonne journée, allez voir des films au cinéma, allez voir La fille au bracelet, c'est très très bien. Ciao tout le monde, peace.